Bonjour, ravi de vous accueillir dans ce nouveau quart d'heure opéra. Un quart d'heure opéra réservé aujourd'hui au chef. Le chef d'orchestre, nous avons rencontré Giuseppe Grazioli, chef principal, et le chef de chœur, Laurent Touche. Ces deux professionnels de la musique vont nous expliquer leur métier. Et puis, nous terminerons cette rencontre avec un extrait musical, celui des Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. Bon quart d'heure opéra. Bonsoir. Bonsoir. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Noir salto. Entrée du chef top. Nous entrons dans la salle de répétition et nous allons à la rencontre de Laurent Touche, qui est chef de chœur. Et nous avons le plaisir d'être accueillis en musique. Bravo Laurent. Merci. Quelle belle introduction que cet air de Reynaldo Hahn, Le Bel Inconnu. Le Bel Inconnu, oui. Il pourrait peut-être s'agir du chœur. On va essayer de faire connaissance avec ce chœur. D'abord, qui compose le chœur ? Alors le chœur, il faut savoir que c'est un ensemble professionnel, c'est la première des choses, qui exige des artistes qui le composent une double formation et une double exigence, donc celle d'être avant tout un musicien accompli et en plus d'être comédien, puisqu'ils doivent répondre aux exigences artistiques et scéniques du metteur en scène avec lequel ils travaillent et ils collaborent pendant parfois de longues semaines. Les artistes du chœur ont des séances de travail avec le chef de chœur, donc c'est la première personne à s'occuper d'eux en quelque sorte avant leur arrivée, et puis bien évidemment dès leur arrivée, puis après le metteur en scène qui s'occupe d'eux longuement, puisque c'est une mosaïque magnifique de personnages que peut représenter une masse chorale. Et puis bien évidemment, in fine, c'est l'exigence musicale du direct, puisqu'ils doivent répondre dans l'instantanéité aux exigences du chef d'orchestre, et ce pendant les représentations, d'où la difficulté d'être à la fois crédible scéniquement et d'être irréprochable musicalement et vocalement. Alors, le rôle du chœur dans un opéra ? Eh bien, c'est qu'il revêt de multiples rôles et de multiples personnages, puisque déjà, parfois même dans le même ouvrage, il peut représenter une foule absolument délicieuse en extase, et puis à l'acte qui suit, une foule hargneuse ou des soldats sanguinaires, tout comme des anges. Donc vraiment, ils peuvent épouser tous les personnages que l'on peut imaginer sur une scène. Alors, il soutient parfois les grands airs. Ça, c'est une excellente remarque, puisqu'effectivement, là, dans le rôle de soutien, on est un peu plus dans le domaine musical. On est vraiment dans une esthétique purement musicale, d'accompagnement, de couleurs, à l'instar de la couleur d'orchestre, de l'orchestration. Là, on a vraiment la beauté absolument pure de la voix et de l'alchimie des voix composées. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un accompagnement. Alors, vous faisiez le parallèle avec l'orchestre, qui a un chef d'orchestre. Vous êtes le chef de chœur. C'est quoi le rôle du chef de chœur ? Alors, le chef de chœur, dans la hiérarchie, on va dire, musicale, a des comptes à rendre au chef d'orchestre. Voilà, parce qu'il faut imaginer le chœur comme une espèce de gigantesque instrument qu'il faut préparer. Et ça, c'est le travail d'abord de chaque artiste
un apprentissage de la partition, puis après le travail collectif en répétition, donc avec des répétitions partielles où on ne fait travailler que les pupitres pour homogénéiser le son. Puis après, petit à petit, on agrège jusqu'à arriver au tutti, ce que l'on appelle, c'est-à-dire le chœur en entier est représenté. Donc c'est de 24 pour des opéras mozartiens à 60 et bien plus pour Wagner, les gros Verdi, les choses comme ça. Voilà, donc ça c'est la première partie du travail. Et une fois que le chœur est prêt, quand la partition est assimilée, quand elle est sainement apprise et sainement sue, là on invite le chef d'orchestre. Et là, en quelque sorte, le chef d'orchestre prend possession de ce merveilleux instrument aux 1000 voix et commence son travail. Voilà. Et puis après, c'est un partenariat qui ne cesse jusqu'à la fin. Et je parle bien là que de la partie musicale, puisqu'après, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, la partie mise en théâtrale. scène. Eh oui. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurent, pour ces explications. Avec grand plaisir. Après la découverte du rôle du chef de chœur, nous nous intéressons maintenant à celui du chef d'orchestre avec Giuseppe Grazioli, chef principal de cette maison d'opéra. Dans la musique, tout est en relation avec ce qui précède, ce qui suit. Donc, il y a plein de décisions qui doivent être prises à l'instant par le chef d'orchestre. Et tous les gestes que vous voyez faire, qui semblent inutiles, parce que les musiciens, ils ont leur partition devant, c'est justement pour créer un lien et établir combien ça doit jouer fort, combien ça doit jouer vite. Et on ne peut pas parler, on peut juste faire des gestes. Par exemple, si je vous fais un geste comme ça va être très difficile pour vous de chanter piano. Vous allez jouer fort. La même chose, si je vous fais ce geste-là, vous allez chanter très délicatement parce que vous avez peur de déranger un geste si petit. Si je vous fais un geste qui rebondit, comme ça, vous n'allez pas tenir des sons longuement, vous allez les couper. Si je vous fais un geste qui est comme ça, vous allez tenir le son longuement. Tout ça suggère à l'orchestre comment ça doit jouer cette musique à ce moment. D'habitude, la main droite, c'est celle qui a la baguette et qui donne le tempo, alors que la main gauche sert plutôt à dessiner les phrases dans l'espace et à permettre à l'orchestre de phraser. C'est comme la ponctuation dans un livre. S'il n'y a pas la ponctuation, on peut jouer, mais on ne comprend pas les phrases. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut exprimer, où on veut aller, d'où on vient, l'histoire des notes, parce que chaque note a une histoire. Elle vient de quelque part, elle va quelque part. Et donc, il faut l'expliquer aux musiciens avec le geste. 3, 4. Oui, attention que c'est vraiment au dernier moment. C'est-à-dire 3, 4, 3. Avant même de rencontrer l'orchestre, on passe des heures et des heures à se former dans la tête une image de ce qu'on voudrait obtenir. Le travail de répétition, c'est de faire en sorte que ce qu'on a imaginé se rapproche de ce qu'on entend, ou bien dire à l'orchestre les bons mots pour ce qui joue ressemble à ce qu'on a imaginé. Donc sur la partition de chef, il y a les parties de tous les instruments. Mais c'est l'œil qui d'abord voit la partition et décide « Ah non, les flûtes, je les veux moins fort », donc il fait un geste de jouer moins fort. Il s'adressera aux altos et il fera signe de jouer plus. Encore ça. J'entends toujours. Non. Et un tirara. Exactement. 40. C'est un métier où le talent joue peut-être au 20% et le reste, c'est de la pure psychologie, de la pure communication. Je dois te convaincre que ce que je dis, je ne te l'impose pas, c'est la meilleure des choses que tu pourrais faire à ce moment que tu joues. Ça, c'est le résumé de mon métier. Mais alors, la communication et la rencontre avec d'autres êtres humains quand on fait de la musique, sans parler même, seulement avec le geste, c'est extraordinaire. Moment d'émotion avec cet extrait musical du Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, mise en scène par Jean-Louis Pichon. Nous sommes en 1789, dans un Carmel, c'est la Révolution. L'État se sépare avec violence de la religion.